Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 1er août 2024. Et voici les principaux titres. Les riziculteurs de Rugombo réclament des engrais qui tardent à venir alors qu'ils ont déjà payé la totalité des frais. À suivre les détails tout à l'heure. Certains chauffeurs dénoncent la mesure d'arracher les plaques d'immatriculation de leurs véhicules lorsqu'ils font la queue devant les stations-service en attente du carburant. Et la mendicité forcée, l'exploitation sexuelle et le travail forcé, voilà à quoi les enfants sont exposés au Burundi. C'est ce qu'ont déclaré certaines organisations à la célébration de la journée mondiale contre la traite des personnes. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Un citoyen de la commune Rutovu dans la province de Bururi et sa famille sont en train d'être persécutés par la police et le service de renseignement de la même commune. Selon les proches de cette famille, la victime qui est recherchée venait d'être libérée provisoirement de la prison centrale d'Omimba. Le point avec Walter Kwizera. Cette chasse à l'homme est dirigée contre un citoyen du nom de Irede Kwizera, originaire de la colline Rwamabouye, zone Moueza, dans la province de Bururi. Ce dernier, de même que les membres de sa famille, ont déserté leur foyer de peur d'être assassinés suite aux conflits familiaux. Selon nos sources, cette chasse à l'homme a débuté après le séjour du prénommé Irede à la prison centrale d'Omimba, où il était poursuivi pour détournement de fonds appartenant à sa belle famille. Après investigation, le tribunal de grande instance de Nahangwa l'a blanchi et lui a permis de continuer à comparaître étant libre. Mais cela n'a pas empêché qu'il reste écroué à cette prison centrale durant encore plus de 5 mois. Une fois libre, le calvaire d'Irede n'a pas cessé pour autant, mais c'est plutôt amplifié. En fait, le lendemain de sa relaxation, la police et les agents du service national de renseignement ont commencé à le traquer chez lui. Mais heureusement, ses voisins ont pu l'avertir à temps et il a pu s'éclipser avant que la police ne fasse irruption chez lui. Frustré, poursuit notre source, ces policiers s'en sont alors pris à son père qu'il menaçait d'emprisonner s'il ne révèle pas l'endroit où se cache son fils. Mais lui aussi a pu leur échapper et cette chasse à l'homme s'est étendue sur le reste de sa famille et proches. Pour le moment, Irede et les membres de sa famille sont en cavale. Quant aux proches de cette famille, ils se disent étonnés de voir la persécution dont cette famille est en train de faire face alors qu'Irede a été relâché en bonne et due forme à condition qu'il continue à comparaître chaque fois qu'il y a de besoin. D'où, les amis et voisins de cette famille demandent que cette chasse à l'homme cesse, surtout qu'il a été prouvé que les membres de cette famille sont victimes d'un montage grotesque. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Rutovu pour de plus amples éclaircissements. Plus de 15 familles ont déposé des plaintes au niveau des différentes institutions étatiques contre le nommé Fabrice Manirakiza qu'ils accusaient de construire illégalement dans leur parcelle située au quartier Miroir de la zone Wuterere ainsi qu'au quartier industriel. Comme le montrent différentes correspondances confiées à la RPA par des agents de l'Obuha, le ministère des Infrastructures est complice dans ce phénomène de spoliation des terres imputé à Fabrice Manirakiza. La famille présidentielle est également pointée du doigt. Éloge divin Remèche. Des documents dont certains agents de l'Office burundais de l'habitat, Oboha en sigle, ont confié à la RPA attestent que plus de 15 familles assistent actuellement à la spoliation totale de leurs parcelles situées dans les quartiers Miroir et industriels G6. La plupart de ces parcelles étaient destinées à un usage industriel. Les familles spoliées avaient pu obtenir de la part des instances habilitées de tous les documents nécessaires dont le permis de bâtir qui leur garantissait l'acquisition de leurs parcelles. Les choses ont commencé à changer après l'avenue du nommé Fabrice Manirakiza qui se présentait comme un investisseur dans la construction de maisons modernes appartenant aux Burundais de la diaspora.
et se basant sur la protection de certaines hautes personnalités du pays, dont la famille présidentielle, citée d'ailleurs comme meneur par certaines sources de la RPA, le nommé Fabrice Manelakiza est en train de procéder illégalement aux constructions des maisons modernes dans des parcelles spoliées. Ici, des agents de l'Obora révèlent que Fabrice Manelakiza ne possède même pas de vrais documents qui attestent l'acquisition de ces parcelles. En ce qui concerne les magouilles qu'il a opérées sous la complicité de la famille présidentielle et du commissariat général de l'Obora pour s'approprier ces parcelles, nos informations montrent que les familles spoliées se sont vues obligées d'arrêter leurs travaux de construction pour attendre que des enquêtes sur le statut de leurs parcelles soient terminées, ce qui a abouti à l'appropriation illégale de ces terres par Fabrice Manelakiza. Parmi ces parcelles, la RPA a pu identifier quelques-unes, en l'occurrence la parcelle numéro 7913-C, la parcelle numéro 7910-7909-C, la parcelle numéro 9292-C et d'autres. Ce qui est sidérant, c'est que la plupart de ces parcelles, situées dans la partie dénommée zone industrielle, avaient été octroyées à leurs propriétaires afin d'y installer des projets économiques utiles pour le pays, mais le nommé Fabrice Manelakiza est entré actuellement d'y ériger des maisons d'habitation. Plusieurs zones d'ombre entourent ce dossier, d'autant plus que certaines sources affirment que l'argent utilisé en grande partie par le nommé Fabrice Manelakiza provient du trésor de la famille présidentielle et de certains ténors du régime CNDD-FDD. Actuellement donc, les familles spoliées ne savent plus à quel sens se vouer. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone le commissaire général de l'Obora, Leonidas Niwigila, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Nous vous en avons parlé hier. Il y a eu aujourd'hui lancement des activités de la nouvelle alliance CRN Ingeri Yarugamba. Selon Chovino Mugwengezo, son porte-parole, cette alliance est une organisation politique qui s'est donné l'objectif de restaurer l'image du Burundi. Je vous propose de suivre Chovino Mugwengezo, porte-parole de la coalition pour la renaissance de la nation. Tenant compte de l'état des lieux désastreux ci décrit, en ce jour du 1er août 2024, nous, Burundais, dans notre unité nationale, pour notre identité nationale à raviver, membres de divers partis politiques, des organisations religieuses et de la société civile, des hommes, des femmes et des jeunes issus des divers horizons socioculturels et professionnels, vivant au Burundi ou en dehors du Burundi, avons d'un commun accord et dans un élan patriotique décidé de conjuguer nos efforts pour créer une grande coalition politique dénommée Coalition pour la renaissance de la nation, CRN Ingeri Yarugamba. Notre vision est celle de bâtir un Burundi sécurisé, uni, prospère, démocratique, inclusif dans toutes ses institutions, mettant le citoyen au centre de l'international afin que le Burundi, nation et peuple multiséculaire, puisse renaître et être libre sans exclusion aucune. Notre idéologie est celle d'une renaissance de la nation burundaise. Cette idéologie est sous-tendue par 5 piliers importants. Le premier pilier est celui de la réhabilitation de l'identité nationale. Face à l'idéologie d'exclusion qui endeuille le peuple burundais depuis l'indépendance, seule la restauration de l'identité nationale permettra de sauver notre nation de son autodestruction. Le deuxième pilier est celui du retour à la légalité constitutionnelle et à la démocratie. Face à l'instauration d'une gouvernance antidémocratique, criminelle, prédatrice, ayant tous les acquis de négociation pour la paix et la réconciliation au Burundi, notre action mettra en avant le respect de la légalité constitutionnelle, se référant aux acquis inclusifs de notre histoire, la charte de l'unité nationale, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, la constitution inclusive de 2005 et les différents accords de cessez-le-feu. Aucune démocratie ne peut vivre sans le respect de la loi. Aucun état de droit n'est possible sans le strict respect de la légalité constitutionnelle. Le troisième pilier est celui de la mise en place des politiques économiques appropriées et de la prospérité partagée. Face à la pauvreté scandaleuse et endémique du peuple burundi, à la dégradation de l'économie nationale, notre idéologie consistera à mettre en place des politiques économiques appropriées et de la prospérité partagée en vue de favoriser l'instauration d'une économie nationale débarrassée de la prédation, mettant l'intérêt du citoyen au centre de toute politique économique et sociale, l'organisation de la sécurité alimentaire, l'ouverture aux partenariats extérieurs, africains et autres, dans des partenariats gagnant-gagnant, ainsi qu'une participation plus responsable et engagée et dans la construction des économies panafricaines pour se débarrasser de l'économie de type colonial qui continue à appauvrir notre nation. Le quatrième pilier est celui de la mise en place
de politique pour un partenariat gagnant-gagnant avec le monde. Le cinquième pilier est celui de la mise en place d'une période de transition pour la reconstruction post-conflit. Certains de nos auditeurs avaient voulu savoir si cette alliance était née des assises de Liège en Belgique, mais la rédaction a été informée qu'il s'agit plutôt d'une autre rencontre des Burundais qui n'a rien à voir avec celle tenue dernièrement dans le même pays. Les conducteurs de véhicules à mairie de Bujumbura, je vous le disais en titre, demandent au gouvernement de ne pas les persécuter via la police qui arrache les plaques des véhicules alignés devant les stations-service en attente du carburant. Pour ces citadins, cette mesure prouve que le gouvernement de Ndayishimiye ne se soucie guère de la population car il fait tout pour empirer les conditions de vie qui sont déjà très difficiles. Suivez plutôt un des conducteurs de véhicules à mairie de Bujumbura qui s'est entretenu avec la rédaction de la RPA. Pour récupérer la plaque arrachée, on doit payer 50 000 francs burundais. C'est vraiment honteux. Hier, ça a failli dégénérer. On faisait la queue devant une station-service se trouvant tout près du marché d'Igé-Sion. Nous avions refusé de quitter les lieux. Il est alors arrivé, en intervention, un grand nombre de policiers. Je dirais que tous les policiers de la BCR étaient descendus sous les lieux. Ces policiers nous ont dit que nous voulions nous révolter comme en 2015. C'est scandaleux. Les Burundais, nous sommes suffisamment fatigués. Comment viennent-ils nous chasser des stations-service alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de carburant dans le pays, à moins qu'ils veulent nous chasser pour laisser la place à ceux qu'ils veulent qu'ils bénéficient de ces petites quantités de carburant. S'ils se soucient vraiment du peuple, ils ne nous feraient pas cela. Les informations que nous avons eues hier disent qu'ils comptent emprisonner les conducteurs de véhicules au lieu d'arracher les plaques. Car, explique-t-il, les fautifs, ce sont les conducteurs et non les véhicules. Nous sommes fatigués, rien ne va plus. Qu'ils nous laissent tranquilles, car aucune radio ne va annoncer les stations qui distribuent du carburant. Son montant de 50 000 francs constitue un pot de vin versé pour récupérer sans tarder la plaque de son véhicule. Sinon, l'amende est de 200 000 francs et selon nos sources, ceux qui la paient ne reçoivent pas de quittance. La police applique la mesure annoncée par la Direction générale de la police en date du 30 mai, interdisant à tout véhicule de se garer devant une station-service pour attendre la distribution du carburant. La rédaction de la RPA a pu répertorier 37 cas d'assassinat dans 10 provinces du pays au cours du mois de juillet. Parmi les victimes figuraient 7 femmes et un enfant. Les détails avec Emmanuel Ndayishimiye. La province Chibitoke vient en tête avec 19 personnes qui ont été tuées. Il en suit la province Ruyigi qui enregistre 6 personnes tuées. La province Ngozi en compte 4 et 2 autres sont signalés dans la province Bujumbura. Quant aux provinces Rumonge, Kirundo, Gitega, Makamba, Changuzo et Bubanza, une personne a été tuée dans chacune de ces entités provinciales. La rédaction de la RPA a pu répertorier 36 personnes tuées dans 10 provinces au cours de ce mois de juillet dernier. Parmi elles, 21 ont été poignardés dans les provinces Chibitoke, Rumonge, Makamba, Changuzo, Ruyigi, Ngozi et Bubanza, tandis que 15 autres, leurs corps ont été découverts dans les provinces de Chibitoke, Gitega et Bujumbura, où un des victimes a été fusillé. Au cours de cette même période du mois de juillet, on dénombre 7 femmes tuées dans les provinces Ngozi, Chibitoke, Ruyigi et Bubanza et un enfant tué en province Ngozi. Les conflits fonciers et familiaux, les vols et les sorcelleries sont généralement à l'origine de ces crimes dont les auteurs, ce sont surtout les Imbonerakure ou encore des policiers et militaires. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Il y a des grognes chez les riziculteurs de la commune Rugombo en province Chibitoke à cause du manque d'engrais pour fertiliser leurs champs. Ces habitants indiquent qu'ils vont enregistrer d'énormes pertes alors qu'ils ont déjà payé la totalité de la somme exigée. Les détails avec Emmanuel Niungeko.
Les agriculteurs de la commune Rugombo, en province de Cibitoke, indiquent qu'ils sont frustrés par le fait qu'ils ont déjà payé la totalité de la somme exigée pour l'obtention des engrais chimiques, mais qu'ils ont été notifiés qu'il n'y en a pas. Celui-ci indique qu'ils vont enregistrer d'énormes pertes. Nous nous sommes acquittés de la RIJA pour l'achat des engrais chimiques, mais nous avons été signifiés que les stocks sont épuisés. Nous ne comprenons pas alors ce gouvernement qui envoie une quantité insuffisante d'engrais alors que nous avons payé tout le nécessaire. Nous allons mourir avec nos familles car si le riz manque de fumier, ne donne pas de récolte. C'est une perte parce que ce riz nous aidait à nourrir nos enfants, acheter des habits, des cahiers et payer les frais scolaires. Donc, il nous sera difficile de survivre. Cet autre citoyen dit qu'il ne comprend pas pourquoi Ourich a seulement donné des jetons sans engrais chimiques, alors que normalement la distribution des jetons était suivie par la remise de ces engrais. Moi, je dirais que le pays tient les engrais minéraux comme toute autre marchandise frauduleuse. Imaginez-vous comment nous avons payé tout le montant et que nous ne trouvons aucun sac si nous nous rendons au magasin de livraison des engrais chimiques. En principe, les jetons devraient sortir avec les sacs d'engrais disponibles, ce qui n'a pas été le cas. Nous n'avons rien à dire. Nous sommes désolés. Ces agriculteurs demandent que ce problème de manque d'intrants agricoles soit vite résolu. Comme nous avons payé le nécessaire, nous demandons au gouvernement de nous approvisionner en engrais chimiques et fumer nos champs afin de nous procurer de quoi nourrir nos familles et le pays en général. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean-Pierre Niyimba, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Cibitoke, pour recueillir sa réaction. Le Burundi fait face aux crises qui ont eu des impacts sur la vie socio-économique du pays. Cette situation qui frappe le pays depuis plus de 2 ans touche particulièrement les femmes, selon Care International. Cependant, cette organisation indique que les femmes ont pris la première ligne pour faire face à cette situation. Elvis Nyomongere nous en dit plus. Le gouvernement de Burundi a déclaré une crise humanitaire que vous n'avez peut-être vue au milieu de toutes les crises dans le monde. C'est l'ONG Care International qui écrit dans son communiqué du 31 juillet 2024 une inflation à des chiffres des prix des denrées alimentaires. Selon le communiqué de Care International, plus de 1,230 personnes confrontées à l'insécurité alimentaire en conflit en RDC, qui a des répercussions sur le commerce et plus de 200 000 personnes déplacées. De cela, il en découle que les femmes soient confrontées à des moyens de subsistance limités et à des risques de sécurité plus élevés comparés aux études menées par Care pendant la pandémie de Covid-19 2020-2022. Les résultats de 2023 montrent que l'impact sur les moyens de subsistance a triplé et que le rapport sur l'insécurité alimentaire a été multiplié par 20, ce qui indique une aggravation des conditions au cours de 2 dernières années. Cette escalade souligne l'urgence d'agir, écrit Care International dans son communiqué. Citant une femme alliée à Care International, le communiqué indique que des crises les plus pressantes dans la vie de la femme en question à ce moment sont les inondations et l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Et à cette femme d'ajouter que ces sources de revenus ont été limitées par la guerre qui se vit en RDC, puisqu'il a resté considérablement des échanges commerciaux entre les Burundais et les voisins congolais. Une autre alliée à Care International a indiqué que son revenu précédent suffisait à subvenir aux besoins de sa famille, mais selon le communiqué, il travaille dur aujourd'hui, mais ne parvient toujours pas à avoir d'argent pour payer le loyer et la nourriture de base à la maison. Cela affecte également l'accès des ménages à la nourriture et aux services essentiels tels que la santé et l'éducation. L'impact du changement climatique reste également de nombreuses femmes sans abri, ce qui les expose, ainsi que les filles,
à un risque accru et les place dans une situation de vulnérabilité. Cependant, Care International trouve que les femmes sont en première ligne de crise au Burundi, malgré les multiples défis auxquels elles sont confrontées. Écrit Care International, elles travaillent dur pour subvenir aux besoins de leurs familles et de leurs enfants. Elles organisent des événements communautaires pour partager des informations et agir sur les questions climatiques. Care International regrette toutefois qu'elle soit souvent exclue des processus de prise de décision. Care International trouve donc que les femmes ont besoin d'une aide pour rétablir les moyens de subsistance, notamment une aide à l'amélioration des pratiques agricoles, comme des semences et des techniques agricoles améliorées pour les aider à s'adapter aux fréquentes catastrophes climatiques qui affectent leur agriculture. Care International regrette toutefois que les crises au Burundi ne reçoivent guère suffisamment d'attention à l'échelle mondiale. Le Burundi est le troisième pays sur la liste des crises les moins médiatisées, précise Care International dans son communiqué. Pour clore cette édition, je vous le disais en titre, au Burundi, la traite des enfants prend la forme de mendicité forcée, d'exploitation sexuelle et de travail forcé. Déclaration conjointe de la Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, l'UNICEF et l'OIM. C'était à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des personnes, célébrée le 30 juillet de chaque année. Dans leur communiqué de presse, les représentantes de ces organisations onusiennes et le représentant du gouvernement du Burundi se sont convenus que le chemin était encore long pour parvenir à éradiquer la traite des enfants et la violation de leurs droits au Burundi. Le point avec Janvier Nininahazu. Dans un communiqué de presse conjoint sorti le 30 juillet 2024 à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des personnes, la Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, l'UNICEF et l'OIM ont souligné les efforts accomplis pour protéger les enfants vulnérables, particulièrement les victimes de la traite au Burundi. Au moment où près de la moitié de la population burundaise est âgée de moins de 18 ans, 30% des adolescents sont hors du système scolaire et sont confrontés à des défis croissants causés par l'instabilité économique, la mobilité et aux opportunités éducatives limitées. Ainsi, la traite des enfants au Burundi prend la forme de mendicité forcée, d'exploitation sexuelle et de travail forcé qui s'étend jusqu'aux pays voisins comme la Tanzanie. A précisé le communiqué, il est essentiel d'avoir un système de surveillance et de rapportage sur la protection des enfants robuste et fiable. Nous devons redoubler d'efforts pour garantir que chaque enfant bénéficie d'un environnement sûr et d'opportunités pour un avenir meilleur, a déclaré Madame France Baguin, représentante de l'UNICEF au Burundi. Quant à Emmanuela Muskara, chef de mission de l'OIM au Burundi, des étapes restent encore à franchir pour identifier les victimes de la traite, renforcer les capacités des organisations et des acteurs œuvrant dans la prévention, la protection, la poursuite et la coopération régionale pour fournir une assistance holistique. Selon elle, il faudrait rester engagé à créer un avenir où chaque enfant du Burundi peut grandir en sécurité et atteindre son plein potentiel à l'abri de la traite des personnes. Le colonel Epitas Masumbuko, président de la commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, a affirmé à son tour que de nombreux enfants sont éloignés de leur foyer et exploités dans l'économie non structurée où il est encore plus difficile de suivre leurs traces et où ils sont hautement exposés à des risques de violences multiples. À travers ce communiqué de presse, ces trois personnalités ont aussi évoqué que le gouvernement de la République du Burundi, à travers la commission de lutte contre la traite des personnes et en partenariat avec l'UNICEF et l'OIM, en même temps soutenu par les partenaires techniques et financiers comme les gouvernements des États-Unis à travers USAID et du Royaume des Pays-Bas, ont créé un réseau de protection solide qui offre non seulement une assistance immédiate aux victimes et survivants de la traite, mais aussi des opportunités d'éducation et d'emploi.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 1er août 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Bonne soirée chez vous. Au revoir.